Bonsoir mes chers petits monstres. J'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui est très grand, tout noir, qui a de grands yeux blancs, qui est en partie momifié et en partie squelettique, et qui se promène avec une très grande paire de ciseaux? Moi non plus, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que cette créature se promène de maison en maison, de chambre en chambre, et choisit une personne au hasard pour la regarder toute la nuit dormir, paisiblement. Mais attention à toi, si le soir tu te réveilles et qu'il est devant toi, crois-moi, ne le regarde pas, il a horreur de ça. Et je ne peux malheureusement pas dire qu'est-ce qu'il fera. Jamais personne n'est revenu pour dire ce qu'il se passe à ce moment-là. Je ne devrais pas en parler. J'ai signé une clause qui m'en interdit. Mais je ne peux plus garder ça pour moi. Ça m'est trop lourd. Les gens doivent savoir. Tout a commencé il y a quelques mois maintenant. Je travaillais dans les mines d'asbestos. Mon travail était très simple. Moi et mon collègue, nous étions chargés de prospecter des nouvelles carrières, explorer des nouvelles parties de la mine pour valider leur exploitation, afin de ne pas faire trop perdre de temps aux employés. La compagnie a promis la lune aux habitants d'asbestos. Nous ne devons pas les décevoir. Tout avait commencé par une journée des plus ordinaires. Les mineurs venaient d'ouvrir un nouveau passage, et nous devions aller le visiter. Jusqu'à là, rien de nouveau. Quand nous sommes entrés, moi et mon collègue, nous avons découvert que ce nouveau passage raccordait directement à une grotte souterraine. La grotte était assez large, et je dois dire, assez riche en matières premières. Cette partie de la mine était très prometteuse, et nous étions très heureux de découvrir tout cela. Nous avons continué à l'explorer pendant un bon quart d'heure. Plus nous nous enfoncions dans la grotte, et plus nous découvrions de choses merveilleuses. De la matière première à profusion, mais aussi des décors spectaculaires. Je pense que cette partie ne serait pas touchée. Ça aurait été trop dommage de l'abîmer. Et puis, on ne sait jamais. Peut-être que la mine pourrait un jour se recycler dans le tourisme. Nous avons terminé notre visite dans une énorme chambre. Je pense qu'elle devait aller plus loin, mais nous n'avons malheureusement pas eu le temps de le découvrir. Des stalactites et des stalagmites gisaient partout dans la chambre, et nous entendions le bruit d'une rivière souterraine qui passait dedans. Elle était totalement merveilleuse. Il y vivait une grande sérénité et un énorme calme. Ce genre d'endroit qu'on n'a plus jamais envie de quitter une fois que nous y sommes. Mais malheureusement, il y avait un autre bruit dans la chambre. Un bruit plus aigu. Nous avons regardé au plafond et vu des milliers de chauves-souris. Elles étaient là, certaines dormaient, d'autres nous regardaient. Beaucoup étaient agitées. Elles ne devaient pas supporter notre présence. Je ne suis pas un grand expert des animaux, mais je peux vous garantir que cette variété de chauves-souris-là était bien trop grande pour la norme. J'ai dit à mon collègue que ce n'était que des chauves-souris et que nous n'avions rien à craindre. Mais, dans le doute, nous avons préféré faire demi-tour. Nous avons malheureusement fait trop de bruit dans notre hâte, et les chauves-souris n'ont pas apprécié cela. Elles ont commencé à voler dans tous les sens, voulant probablement défendre leur territoire et essayer de nous faire partir. L'une d'entre elles m'est rentrée dedans, et j'ai pris un coup de griffe dans le dos. La douleur m'a fait comprendre que nous devions accélérer le pas. Nous nous sommes donc mis à courir, avec ces animaux qui restaient au-dessus de notre tête. Chacun des passages faits par ces animaux était accompagné de son lot de blessures. Je dois dire que ces sales bêtes savaient viser. Pris par la panique, mon collègue tomba sur le sol, et les chauves-souris se jeta sur elle. Sur le coup, je ne fis pas attention à son absence, mais il m'appela à l'aide, et je fis immédiatement demi-tour. J'essaya tant bien que mal de retirer les animaux de sur lui, mais chaque tentative ne se soldait qu'à une série de morsures sur mes bras. Je suis resté là pendant 5 minutes, à essayer de le dégager tant bien que mal, au milieu des cris aigus, des morsures et des appels à l'aide de mon collègue qui ne cessait de hurler de douleur. Il perdait tant de sang que si je ne faisais pas rapidement quelque chose, je savais qu'il finirait ici. Après plusieurs longues minutes de débat, je n'entendis plus rien venant de lui.
J'en déduis donc qu'il était mort, ou qu'il était tombé inconscient. Je ne voulais pas l'abandonner, mais que pouvais-je faire? Chaque minute que je passais ici me rapprochait un petit peu plus moi aussi de la mort. J'ai donc écouté mon instinct de survie et fait le lâche. Je l'ai abandonné. J'ai couru le plus vite possible à la sortie, les animaux toujours derrière moi. J'ai eu plus de chance. J'ai réussi à atteindre la sortie de la grotte, et les animaux se sont dispersés dans la nature. Ils ne m'ont pas suivi dans la mine. J'ai directement rejoint un groupe de mineurs qui m'avaient trouvé dans un état pitoyable. Ils m'ont emmené à l'infirmerie, et la direction m'a demandé ce qu'il s'était passé. Je leur ai raconté toute l'histoire, au mot près, et 3 heures plus tard, le corps de mon collègue était ramené. Ce qu'il en restait, bien sûr. Je ne sais pas quelle variété de chauve-souris l'a attaqué, et je ne le saurai jamais. Mais je peux vous assurer que cette variété ne se nourrit absolument pas de fruits, ou ni même d'insectes. La mine a fermé ses portes quelque temps plus tard. Même eux ne savaient pas quelle excuse utiliser afin de ne pas parler de cet accident et de ce que la mine pouvait cacher en réalité. Alors voici donc la version la plus perturbante que je n'aurais pu imaginer de tous mes souvenirs de jeux vidéo. Et surtout du jeu dans lequel je me serais le moins méfié. Comme quoi, les apparences sont donc bien trompeuses. Je me suis acheté très récemment le dernier jeu Animal Crossing, New Horizons. Et je n'ai pas pu résister aussi à la console édition collector qui était avec. Je l'ai rapidement installé chez moi, et j'y ai constaté la présence d'une partie déjà enregistrée dans la console. Dead Island. Vraiment bizarre comme nom, je me suis dit sur le coup. Cela ne me disait vraiment rien, ou vaguement quelque chose. Un jeu, il me semble, je ne sais plus. J'ai fait une petite recherche rapide sur internet. Qu'est-ce que c'était cette sauvegarde? Un bonus avec l'achat de la console? Une version à part? Ou quelques lignes de codage perdues dans le système? Et étais-je le seul à avoir eu ce genre d'expérience? La réponse était non. Je trouva très rapidement le témoignage de quelqu'un qui raconta des choses horribles sur le jeu. Des meurtres, un massacre, et la mort de tous les personnages emblématiques du jeu, comme Mélie et Mélo. Je n'ai pas porté attention sur le coup à tout cet amassé de conneries. Comment un jeu si mignon pouvait avoir tout cela dedans? J'ai donc décidé de lancer la partie, et je verrai bien ce qui s'y passerait. Le jeu était tout normal, comme je le pensais. On progressait dans le jeu, on craftait nos affaires, on rencontrait certains villageois, tout à fait ordinaire. Rien à redire sur le jeu, à un détail près. Tom Hook, Mélie et Mélo, et tous les autres personnages n'étaient pas présents, à l'exception juste du hibou, dont son nom m'échappe complètement. Comme à son habitude, il était au musée, mais pourtant, j'avais regardé 2-3 let's play sur internet, et tous les personnages étaient là, du moins, ce n'était pas eux. Pourquoi étaient-ils remplacés? J'ai pensé rapidement à un bug, mais finalement, je me suis dit que j'étais comme privilégié d'avoir une version Animal Crossing 2.0, comme j'aurais pu le penser. Tout content de mon nouveau jeu et de cette version hors du commun, j'ai commencé par l'une des activités que je préfère dans ce jeu, collectionner les fossiles et agrandir le musée. Surtout que dans celui-là, le musée est vraiment génial. Je ne le vanterai pas, bien sûr, car si vous écoutez ceci, vous connaissez déjà le jeu, et vous savez que les améliorations sont grandioses. Et je ne pus m'empêcher de vouloir le remplir le plus rapidement possible. Mes premiers crafts fut donc une pelle et une canne à pêche, afin de pouvoir commencer à compléter la collection. Je trouvais quelques fossiles que je commençais à donner au musée, avec une grande joie de me dire que ça y est, la collection commençait. Mais tout en regardant les salles
que je ne voulais pas spécialement me spoiler à vide, je remarquai l'entrée d'une porte qui n'était jamais là, du moins dans toutes les autres vidéos qui n'étaient pas là. Par curiosité, j'ai donc décidé d'y entrer, et j'y ai fait un rapide coup d'œil. Un grand couloir, sombre, très peu de lumière, avec une musique très changeante. Une musique que je ne saurais pas comment décrire, saccadée, très aiguë et très angoissante. Le couloir avance en une bonne centaine de mètres. Pendant cette distance, il est intégralement vide. Mais au bout, j'y ai trouvé tous les habitants originaux de Animal Crossing. Et même ceux des autres jeux. Ils étaient tous là. Mais ils étaient tous empaillés. Accrochés certains à des porte-manteaux, d'autres vulgairement mis sur le mur. Et encore certains éventrés par terre, servant de tapis décoratif. L'un de mes personnages préférés, qui avait été une assistante, qui m'avait beaucoup aidé durant ma vie de mère. Elle devait avoir fraîchement été tuée. Le sang coulait encore de son cou, qui venait juste d'être étranglé. Celui qui avait fait ça n'avait pas encore terminé son travail. J'ai donc décidé de sortir rapidement de la pièce et de la laisser derrière moi, et de me jurer de ne jamais y retourner. Quand je suis retourné dans le hall principal du musée, le hibou n'était plus là. Et cela était vraiment bizarre. Je n'avais jamais vu le musée sans lui, dans aucun des Animal Crossing. Je m'attendais au pire, et c'est ce qui arriva. Quand je suis sorti dehors, tous les habitants, ou les faux habitants de l'île, étaient là. Ils encerclaient l'entrée, et ils n'arrêtaient pas de chuchoter. Ça y est, il le sait, il les a vus, il est au courant. Il ne peut pas partir. Il ne doit pas partir. Il va les rejoindre. Il les rejoindra. Et il embellira le musée. Après tout, c'est ce qu'il voulait. Un plus beau musée, une plus grande collection. J'ai éteint la console et j'ai décidé de la revendre avec le jeu. Je n'ai pas supprimé la sauvegarde. Je n'ai pas supprimé mon personnage. Car voyez-vous, je n'avais vraiment pas envie de le relancer. Je ne sais pas qui achètera cette console d'occasion et qui pensera sur le coup qu'il a fait une bonne affaire en payant un prix cassé une console qui venait juste de sortir. J'espère qu'il n'aura pas la curiosité d'entrer dans cette pièce et que lui aussi complète à nouveau la collection du musée. Je poste ce message sur tous les réseaux sociaux et autres plateformes que je connaisse. Cela m'est arrivé il y a quelques minutes et je dois vous avouer que jamais je n'oublierai ça. Je venais de m'acheter le jeu Animal Crossing et la Switch Edition Collector. Normalement, cette console était devenue introuvable, mais j'ai réussi à profiter du confinement pour aller chercher une commande qui n'avait jamais été récupérée. Il y avait déjà une partie dans cette console, Dead Island. J'ai lancé la partie, tout excité et tout content à l'idée de ce que j'allais découvrir. Je fus agréablement surpris de découvrir qu'il y avait un événement de Pâques. Enfin, la fête des œufs, comme ils appellent ça. J'ai commencé à ramasser quelques œufs par-ci par-là, même si je dois vous avouer que les emplacements des cachettes étaient des plus discutables. Comment un œuf pouvait atterrir dans l'eau et réagir comme un poisson? Enfin, ce n'est qu'un jeu. J'ai continué à me promener comme ça sur l'île pendant un long moment, puis j'ai fait la connaissance du lapin de Pâques. Albin il s'appelait. Je dois vous avouer que dans un premier temps je n'ai pas osé l'approcher. Il gesticulait de façon très bizarre, une danse de la joie mal codée. Il sautillait sur lui-même, rien de bizarre, mais sa tête faisait des mouvements anormaux. Elle tournait sur elle-même, et ses bras gesticulaient dans toutes les façons possibles et imaginables, ou plutôt inimaginables. Comme tout le monde à ma place, j'en ai déduit que c'était juste un gros bug, ou une erreur de codage. Probablement qu'une prochaine mise à jour allait rectifier le tir. Même si je l'avoue, l'événement de Pâques était quand même déjà bien avancé. Bizarre. Pourquoi ce personnage n'avait pas été rectifié entre-temps? J'ai quand même décidé d'aller lui parler, afin de savoir comment cette fête fonctionnait et quand est-ce qu'elle allait prendre fin. Je vous dirai bien que je n'ai rien compris à ce qu'il a dit,
Même si on ne comprend jamais rien à ce qu'ils disent, ils ont leur langue à eux. Mais là, elle était complètement différente. Ce qu'ils disaient n'avait ni queue ni tête. D'habitude, on peut plus ou moins comprendre ce qu'il dit, car voyez-vous, ces petits personnages prononcent uniquement les lettres les unes après les autres et les récitent très rapidement. Ils le faisaient bien sûr, mais c'est comme si que tout était inversé. Ils récitaient ces phrases complètement à l'envers. Même les traductions ne voulaient rien dire. Toutes ces bulles de dialogue n'affichaient que des textes sans queue ni tête. Quand la conversation s'est terminée, j'ai arrêté de lui parler, et je ne l'ai pas relancé. À quoi ça savait de toute façon? Et je n'espérais qu'une seule chose, c'est qu'il parte très vite. Pour le coup, je vous avoue que la fête des œufs était beaucoup moins agréable pour moi. Mais j'ai quand même continué à le faire. J'ai ramassé les œufs que je trouvais les uns après les autres. J'ai rapidement fabriqué mes crafts, et j'ai eu accès aux derniers œufs que je n'avais pas. Les aériens, les terrestres, mais il y avait quelque chose de bizarre. Les autres habitants de l'île ne m'approchaient pas. Du moins, ils ne m'approchaient pas quand je portais un œuf sur moi. Ils ne les approchaient même pas eux aussi. J'ai couru vers l'un d'entre eux qui essayait de m'esquiver, et je lui ai parlé. Il m'a juste dit de partir, que l'odeur était insoutenable, et qu'il ne voulait pas y toucher. Le dialogue aussitôt terminé, il partit et rentra chez lui. J'aurais dû remarquer que quelque chose n'allait pas, et arrêter tout de suite cette chasse aux œufs. Mais plus je débloquais de craft, et plus les meubles et autres décorations me semblaient jolis. J'ai donc continué à le faire. Après tout, qu'est-ce que je risquais? Ce n'est qu'un jeu. J'ai redécoré l'intégralité de ma maison et de mon extérieur uniquement avec des œufs. Des barrières, des œufs flottants, des meubles. Tout était en œufs de Pâques. Pour moi, cela était très beau. Bien sûr, je n'avais pas l'intention de garder ces meubles. Je les aurais probablement changés d'ici 2 ou 3 semaines, quand j'en aurais débloqué des plus beaux. Mais profitons de l'événement. Le jour de Pâques est arrivé. Je le redoutais un petit peu, car malheureusement je n'avais pas débloqué tous les crafts, et je savais bien que ce jour marquerait la fin, et donc que j'en aurais perdu quelques-uns. Quand je me suis connecté le dimanche 12, j'ai ramassé tout ce que je pouvais, et fait les derniers crafts que je pouvais avec ceux qu'il me restait. J'étais quand même assez satisfait du résultat, même si j'étais dégoûté de la fin. Peut-être la prochaine fois, si je continue à y jouer, je terminerai l'année prochaine. Mais l'horreur est arrivée il y a à peine quelques heures. Le lendemain, le lundi de Pâques, je me suis connecté, et le jour ne s'était pas levé. La map était encore dans la nuit. Au lieu d'apparaître dehors, j'ai spawn devant ma maison comme tous les jours. Et c'est là que j'ai vu que tous les œufs étaient en train d'éclore. Toutes les décorations, tous les meubles, tous les œufs se fissuraient lentement et en laissaient place à la décoration la plus macabre que je n'aurais pu imaginer. Certains d'entre eux ne contenaient qu'une énorme mare de sang. D'autres étaient remplis de viscères. Et encore certains de membres. Des têtes flottaient dans les plus gros, des yeux marinés dans les plus petits, et mes voisins effrayés du spectacle fuirent à l'autre bout de l'île, en hurlant qu'il ne fallait pas y toucher. Puis j'entendis un énorme rire satanique derrière ma maison. Je courus voir ce que c'était, et c'est là que je vis Albin, en train de rigoler, tout en faisant des mouvements saccadés, avec ses yeux remplis de sang, qui dégoulinait sur le sol. Il était là me saluer de la main gauche, la seule qui n'était pas destroy. Puis il disparut. J'ai bien sûr éteint la console, et depuis quelques heures, je n'ose même pas y toucher. Qu'est-ce que je vais en faire? Je pense que la meilleure chose à faire serait de la garder. Cette console souffre visiblement d'un énorme bug. Et par chance, je suis assez vieux, et cela ne m'a pas fait trop d'effet, si je puis dire. Mais je n'arrête pas d'imaginer comment aurait pu réagir un jeune enfant s'il serait tombé dessus. C'est décidé. Cette console va rester sur mon étagère, et personne, je dis bien personne, ne verra ce que j'ai vu. J'ai toujours été un grand explorateur au fond de moi. Bien sûr, je ne suis pas comme Indiana Jones, ou bien d'autres encore, qui parcourent le monde ici et là, afin de trouver moult et moult trésors. Non, moi mes trésors sont plus des photos, des événements,
ou des scènes inoubliables. Je suis même très fort pour photographier l'instant présent, et afin de pouvoir garder les meilleurs souvenirs envisageables. J'avoue que ma spécialité sont toujours les photos d'animaux, mais je vous rassure tout de suite, je ne suis pas comme ceux qui trichent dans les zoos, avec leur grand matériel performant, qui zooment à travers la vitre et que cela ne se voit pas. Non, je suis un homme de terrain. J'adore les rencontrer dans leur milieu naturel et les photographier au meilleur moment de leur vie. Je pourrais rester comme ça des heures à vous conter toutes mes merveilleuses histoires, toutes mes anecdotes et vous montrer toutes les merveilleuses photos que j'ai pu prendre. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Mais je vais quand même vous conter une anecdote qui m'est arrivée il y a peu de temps de cela. Cela s'est passé en Afrique, plus exactement dans le marais de l'Okavango. Je venais de passer plusieurs heures à photographier toute la faune et la flore locale. J'avais l'intention d'y passer le week-end. J'avais été déposé ici par un transporteur. Je l'avais payé pour qu'il me laisse le week-end. Il m'avait déposé le samedi matin et devait venir me chercher le dimanche soir. En général, peu de gens viennent dans ces régions. C'est surtout parce que la zone est protégée. Mais avec quelques billets glissés par-ci par-là et 2-3 activités au noir, les transporteurs sont toujours d'accord pour vous y emmener. Mon calvaire a commencé à peu près vers 5 heures de l'après-midi. Il faisait encore grand jour dehors. Les plus belles photos devaient attendre encore un petit peu, car voyez-vous, j'adore les photos au coucher de soleil. J'avais repéré un groupe d'éléphants non loin de mon campement. Ces gros pachydermes avaient l'intention de barboter dans l'eau pendant certainement plusieurs heures encore. Je vous laisse imaginer la photo magnifique que cela aurait donnée. Eux, dans l'eau, avec le coucher du soleil en arrière-fond. Je ne pouvais que l'imaginer d'avance, mais croyez-moi, elle aurait été magnifique. Pour être sûr de ne pas louper une photo qui resterait certainement dans les annales, j'ai décidé de m'installer plusieurs heures en avance. J'avais l'intention d'installer le plus gros de mon matériel et continuer ma petite chasse en attendant avec mes appareils de poing. Mais tout en installant mon matériel, j'ai entendu comme des bruits bizarres autour de moi. Des branches qui se cassent, des petits frottements dans l'herbe, comme si quelque chose me regardait. Je me suis dit, c'est normal, je suis au milieu de la faune et de la flore africaine. À quoi est-ce que je pouvais m'attendre? Un livreur Uber qui arrive vers moi pour me demander si j'avais besoin d'une course? Voyons, quel idiot je fais. Mais un craquement de trop non loin de moi me fit avoir un craquement. Je me redressa soudainement, et c'est là que je l'ai vu. Il était tapissé dans les hautes herbes. C'était un lion, un mâle, de très grosse taille. Je vous dirais bien que c'était la première fois que j'en voyais un si gros, mais je dois vous avouer que je ne les vois jamais d'aussi près normalement. Gros ou très gros, je n'en avais aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il était là, à seulement 5 mètres de moi. Il se dissimulait tant bien que mal dans les hautes herbes. Je pense que pour des animaux comme les gazelles, les antilopes, ou toute autre chose, son camouflage passe inaperçu. Mais il n'est pas le premier lion que je vois. Je savais bien en reconnaître un au milieu de ce feuillage. Je lui ai donc fait comprendre que je savais qu'il était là. J'ai ramassé une pierre à mes pieds et je l'ai jetée dans sa direction. Et comme je l'avais prévu, il ne s'attendait pas à une réponse de ma part. Il prit panique et fit demi-tour. Le roi des animaux, tu parles. Enfin, je n'ai pas le temps de jouer à chat. Le reste de la journée passa sans problème. Je finis d'installer mon matériel et je pris la plus belle photo de coucher de soleil que je n'avais jamais vue de toute ma vie. Je suis retourné à mon campement, épuisé d'une très grosse journée. J'avais l'intention à la base de faire quelques photos de nuit, mais vu mon état, j'en étais tout simplement incapable. Tant pis, j'essaierai de me lever un peu plus tôt demain. Avec un peu de chance, il fera encore nuit. Peut-être qu'avec un peu de chance, je photographierai quelques réveils d'animaux, ici et là. J'ai donc rangé mon matériel dans mon sac, et je me suis glissé dans mon sac de couchage. Mais la nuit n'a pas été de tout repos. Je me suis réveillé 2 heures plus tard, à cause d'un bruit d'herbe cassée, comme si quelque chose marchait juste à côté de ma tente. Sur le coup, je fus surpris, et j'ai eu un petit peu peur. Mais, comme je me suis dit tout à l'heure, je suis en Afrique.
Qu'il y ait des animaux ici, c'est tout à fait normal. Et après tout, c'est moi qui suis sur leur territoire, pas l'inverse. J'étais tenté dans un premier temps d'allumer ma lumière et de faire quelques petits bruits, afin de faire partir l'animal. Si ce n'était qu'un zèbre ou une gazelle, cela aurait pu marcher. Mais si cela aurait été un éléphant, là par contre, j'aurais eu des problèmes. J'ai donc décidé de m'allonger de nouveau dans mon sac de couchage et d'attendre simplement que cet animal passe. Les minutes passèrent, mais le bruit ne passa pas. Au contraire, il continuait à tourner et à tourner autour de ma tente, comme si cet animal, quel qu'il soit, était en train de me regarder, de me juger, d'attendre le moment propice. Pas de doute possible, c'était un prédateur. Un herbivore n'aurait jamais fait ça. Le bruit s'accéléra, et l'animal, quoi qu'il soit, commença à s'approcher beaucoup plus, jusqu'au moment où je vis une grosse patte se poser sur ma tente. Cette fois-ci, il testait la matière. Il ne chassait plus avec son nez ou ses yeux, probablement pour savoir s'il pouvait déjà attaquer, et même mordre dedans. J'ai donc décidé de réagir. En voyant cette énorme patte posée sur ma tente, et qu'il l'avait à moitié pliée, j'ai pris le premier objet qui me passa sous la main. Pas de chance pour moi, ce n'était que mes chaussures. Enfin, il vaut mieux ça qu'y aller à main nue. J'ai donc tapé sur la patte, afin de le faire partir. J'ai en même temps poussé un énorme cri, en espérant pouvoir le dissuader, pour lui montrer que je n'étais pas une proie, et qu'il fallait qu'il passe son chemin. Sur le coup, j'ai cru que ça avait fonctionné. L'animal fit 2 pas en arrière, mais cela n'était que pour bondir de nouveau. Il sauta sur ma tente, et la déchira, et avec ses pattes, la fendit dans la longueur. C'est là que j'ai vu qu'il s'agissait d'un lion. Est-ce que c'était le même que dans la journée? Je ne pourrais le dire. J'avais l'animal à moitié couché sur moi. Impossible de me dégager. Je tentai quand même de le taper. Je ne voulais pas non plus lui faire de graves blessures. Je ne suis pas là pour chasser, mais je dois quand même me défendre. Avec la même chaussure, je commença à lui taper au niveau des côtes, mais cela n'a fait que l'énerver. Il arrêta de mordre dans la tente, puis m'attrapa le bras. Il secoua mon bras comme un vulgaire morceau de chiffon. Cet animal avait visiblement beaucoup de force. La douleur me fit pousser un énorme cri. Je sentis toutes ses dents rentrer, et je peux vous dire que cela n'est vraiment pas agréable. L'animal mordit de plus belle, et il recommença plusieurs fois, toujours en me mordant le bras, mais en mordant de plus en plus fort. J'ai bien cru que j'allais perdre la vie, mais j'entendis au loin un coup de feu. Le lion aussi l'entendit. Il arrêta net son attaque, mais il ne me lâcha pas pour autant. Il me traîna comme ça sur plusieurs mètres. Je voulais me dégager, mais comment faire lâcher prise à un tel animal? J'espérais que le chasseur qui avait tiré ce coup de feu jappait à l'aide, en espérant qu'il m'entende. Cela arriva très certainement, car un deuxième coup de feu se fit entendre. Cette fois-ci, l'animal me lâcha. Avec toutes les forces et le courage qui me restaient, et sûrement dans l'effet de l'adrénaline, j'ai réussi à me relever et à courir dans la direction opposée. Derrière moi, j'entendais plusieurs rugissements. Je ne voulais pas me retourner, je ne voulais que courir. Mais la curiosité a été beaucoup trop forte. Et quand j'ai regardé, je vis le lion. Il était là à me rugir dessus. Lui et 2 autres femelles. Je courus comme ça pendant 5 minutes. Je suis finalement tombé sur le petit groupe de rangers. Je leur expliquai la situation et ils m'emmenèrent avec eux dans leur jeep. Ce soir-là, je peux vous garantir que j'ai eu énormément peur. Les rangers sont retournés sur place le lendemain. Ils m'ont rapporté ce qu'il restait de mes affaires. Tout était massacré. J'avais donc tout perdu. Ma super journée de photos, la plus belle photo que je n'avais jamais faite. Et en plus, vu que je m'étais trouvé dans une réserve protégée, je me suis pris une bonne amende. Mais cela ne m'a pas écœuré de la photo. Au contraire, j'ai décidé de prendre ma revanche. Comment, me direz-vous? C'est tout simple. Cette famille de lions voulait ma peau, et je les veux sur mon mur. Mais je vous rassure, je ne veux pas de trophées de chasse. Je les veux en très belles photos sur mon mur.
Mais j'essaye de me préparer mentalement à y retourner. Mais croyez-moi, cela est très difficile. Surtout quand je vois mon bras, encore couvert par les cicatrices, et quand j'entends encore le cri du lion qui résonnera certainement pour toujours dans ma tête. Un homme vivait tranquillement dans les bois, dans sa petite cabane, isolé et perdu au milieu de nulle part. Il avait la paix, comme il avait toujours espéré, une vie de rêve d'après lui. Mais la vie en solitaire est malheureusement dangereuse. Quand on tombe malade ou quand on se blesse, nous n'avons personne qui peut prendre soin de nous et nous nous retrouvons tout seuls avec notre solitude. C'est ce qui arriva à cet homme. Il attrapa une grosse grippe. Rien de bien spécial, bien sûr, mais cela était suffisamment fort pour le clouer au lit. Il passait toutes ses journées dans sa cabane, à essayer de bricoler ici et là, en évitant de s'épuiser le moins possible. Et la nuit, il essayait de dormir à point fermé, afin de récupérer le plus possible. Mais il essayait, car tous les soirs, depuis le début de sa maladie, des renards viennent gratter à sa porte et au mur gauche de sa cabane. L'homme ne peut pas voir tous les renards. Sa petite cabane dispose d'une fenêtre, juste à côté de la porte. Cela a toujours été très utile pour lui, afin d'éviter les autres animaux, un peu plus méchants et un peu plus costauds. Mais il n'y a pas de fenêtre au mur de gauche. Il ne peut que soupçonner des renards, en plus grand nombre, grattant eux aussi le mur. Les jours passèrent et les nuits cauchemardesques aussi. Cela faisait quasiment une semaine que l'homme n'avait pas bien dormi. Tous les soirs sans exception, ces petits canidés venaient et grattaient, 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 pour nul ne sait quelle raison. Un soir où l'homme se sentait beaucoup mieux, et où sa patience avait atteint ses limites, il prit son fusil et décida d'en finir une bonne fois pour toutes avec ces sales bêtes. Il arma son fusil de chasse, sortit lentement de la cabane, ouvrit la porte avec la plus grande des prudences et braqua les animaux. Mais quand il vit la porte s'ouvrir, aussitôt ils regardèrent tous dans la même direction et ne fit pas attention au vieil homme. Ils étaient là, à regarder dans la direction du mur gauche. L'homme hésita sur le coup à tirer, se demandant pourquoi les renards avaient agi de la sorte. Il voulait chercher une excuse, du style « Non, c'est pas nous promis ». Par curiosité, l'homme rengaina son fusil et s'avança prudemment du mur gauche. Là-bas, le groupe de renards continuait à gratter. Il avança le plus prudemment que possible, afin d'essayer de les surprendre, rengaina son fusil et prit un dernier grand élan afin de prendre les animaux sur le fait. Mais au lieu d'y trouver 5-6 renards, en train de gratter tous dans le même trou, il y découvrait un ours. Un énorme ours noir, qui était là, à gratter dans le mur, qui était adossé à son garde-manger, et qui avait certainement aussi senti l'odeur d'un animal malade et blessé, qui ne pouvait pas se défendre. L'ours devait penser que le vieil homme aurait été une proie facile, et que le risque encouru en valait largement la peine. L'homme siffla un grand coup. L'ours arrêta son office, et vit sa proie le braquant de son arme. L'ours chargea de toute sa masse, et l'homme eut le temps de tirer un coup bien placé sur l'animal. Il hurla de douleur, et retourna dans la forêt. Il y a peu de chances qu'il revienne un jour. L'homme baissa son arme et regarda dans la direction des petits renards, qui étaient encore là, le regardant. Puis, ils partirent eux aussi. Et c'est là que l'homme comprit que les renards n'avaient jamais été là pour le nuire, bien au contraire. Ils étaient là pour une raison qui était des plus vitales à leurs yeux.
Cela fait une semaine maintenant. Une semaine que tout a commencé. Je ne sais vraiment pas comment cela va se terminer, mais j'ai vraiment très peur de la suite. Durant le confinement, beaucoup d'entre nous cherchent des petites activités à faire à la maison, qu'elles soient en solitaire ou en famille. Tous les moyens sont bons pour s'occuper durant ces longues journées à ne rien faire. Pour ma part, j'avais décidé de me mettre au sport. J'avais justement du matériel de sport que je n'utilisais pas dans mon garage. J'ai commencé simplement à faire des petits tutos ou deux trois vidéos par-ci par-là que je trouvais sur les réseaux sociaux. Puis je suis tombé sur une annonce. Comment tuer le temps et vous sculpter un corps de rêve en 7 jours. Cela me semblait très intéressant, sûrement une grosse arnaque, mais enfin, pourquoi ne pas essayer? Après tout, je ne suis pas débile non plus. Si au moindre moment il me demande de sortir la carte bleue, je n'ai qu'à rester là. La vidéo annonce avait été diffusée par un homme dont le nom était quasiment imprononçable, mais on dirait qu'elle était écrite plutôt de façon à ne pas pouvoir être lue. Cet homme annonçait un résultat rapide et garanti, mais de son côté il ne demandait qu'une seule chose, avoir des élèves motivés, très sportifs, et qui disposaient déjà d'un minimum de matériel. Je l'avoue, je n'étais pas sportif, mais j'étais là pour m'y mettre, et puis après tout, qu'est-ce que je risquais à me lancer comme ça? Par chance pour moi, le simple matériel qu'il demandait, je le possédais déjà. Donc je me suis inscrit. Nous avons été plusieurs à nous inscrire, mais seulement 7 ont été retenus. Sur le coup, j'avais trouvé ça un peu comique. 7 jours. Comme quoi, il avait bien choisi. Mais je l'avoue qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait sur ces conversations. Elles ne se passaient pas sur les réseaux sociaux modernes, comme Instagram, Discord, ou ne sais-je encore. Non, elles se passaient sur Skype. Mais moi qui étais un vieux de la vieille de toute façon, ça m'arrangeait beaucoup. La première journée a été des plus simples. Prendre une grande barre en bois et faire plusieurs séances d'étirement avec. Au début, nous commencions doucement. Nous nous étirions les bras. Le coach n'arrêtait pas de dire que cela était très important, que sans étirement, toute la séance de sport pouvait être foutue, ou voire pire encore, que nous pouvions nous fouler un muscle. Chaque séance durait 1 heure au total, et celle-ci n'a été que sur les étirements. Je dois vous l'avouer qu'au bout de 30 minutes, j'étais un petit peu lassé. Mais bon, j'ai continué l'exercice. Mais l'un des élèves en avait eu marre, et a commencé à faire un peu le con avec la barre. Bien sûr, le prof le voyait. À plusieurs reprises, il lui a dit de rester concentré, que son cours était sérieux. Mais il n'en a fait qu'à sa tête. Il a ainsi fait le pitre comme ça pendant 10 minutes, et ce qui devait arriver arriva. Il se foula le poignet. Un mauvais mouvement, il échappa à un léger cri de douleur qui fit bien ricaner les autres. Pour ma part, je me suis juste dit, bien fait pour lui, il n'avait qu'à pas faire le con. Il a juste dit qu'il ne tolérait pas ce genre de comportement et que ce n'était pas la peine pour lui de revenir demain. Et c'est ce qui s'est exactement passé. Le lendemain, il n'était pas là. Nous avons donc continué le cours à 6. J'ai quand même trouvé ça bizarre. Je me suis dit, pourquoi 6? Pourquoi n'a-t-il pas recruté quelqu'un? Mais je n'y ai pas trop porté attention. Le cours commençait et je ne voulais pas être en retard. Je ne voulais pas en être exclu. Le but du jeu aujourd'hui était la course. Le prof n'arrêtait pas de dire qu'une course peut durer bien plus qu'1 heure. Donc, nous allons augmenter la difficulté. Nous sommes très rapidement passés d'une petite trotte à une course intensive digne d'un marathon. J'ai eu du mal à m'accrocher. Nous avons d'ailleurs tous eu du mal. Pour ne pas lâcher, je restais focalisé sur ma respiration, je buvais beaucoup, et je regardais aussi les autres. Mais à 15 minutes de la fin, l'un d'entre nous abandonna. Son tapis ne lui avait pas laissé trop le choix. Il a voulu marquer une pause, et s'est littéralement écroulé par terre. Le tapis ne l'attendait pas. Sur le coup, nous aussi nous avons bien ri. Le coach nous a rapidement demandé de nous taire, que le cours était très sérieux. Nous avons donc continué à courir, et nous avons terminé l'heure, avec une grande difficulté, je vous l'avoue.
La troisième journée s'est passée avec du gainage. Je peux vous garantir que ce n'est pas mon activité préférée. Je redoutais de faire ça. Je ne me voyais pas du tout tenir 1 heure. Mais le coach était clément cette fois-ci. Il voulait bien que nous prenions des pauses de 5 minutes toutes les 15 minutes. L'un d'entre nous a craqué. Nous ne l'avons pas revu le lendemain. Nous avons eu le droit à une séance de course à vélo le jeudi. Plusieurs avaient fait la remarque que nous avions déjà travaillé les jambes le mardi, mais notre coach répondit rapidement qu'il faisait avec les moyens du bord. J'avais d'ailleurs beaucoup de chance d'avoir les équipements qu'il demandait. Et comme à chaque fois, le plus faible d'entre nous a été éliminé. C'était une fille cette fois-ci. Elle n'a pas pu suivre la cadence, et le prof l'a exclue. Vendredi, nous n'étions plus que 3. Quelques petits exercices simples. Travailler les biceps et les triceps. Il mit hors du groupe le plus faible d'entre nous. C'était un jeune homme qui avait tout dans les jambes mais pas grand-chose dans les bras. Le pauvre s'était donné à fond, mais visiblement s'était foulé le poignet. Je dois dire que ce prof était très dur, mais ses exercices me plaisaient. Aussi difficiles que soient-ils, ils étaient quand même très bons. Aujourd'hui, nous n'étions plus que 2, et nous avons travaillé le dos. Cet exercice se pratiquait normalement sur un banc spécial de musculation, mais comme personne n'en avait, nous avons simplement fait avec une simple table basse. Cela ne changeait rien. Je me suis énormément accroché, car voyez-vous, celui qui restait avec moi était quand même assez baraqué. Mais il avait un défaut, je l'avoue, il n'était pas très endurant. J'ai tout misé là-dessus, car je savais bien qu'aujourd'hui c'était soit moi ou soit lui. Il devait sûrement y avoir quelque chose derrière. On ne peut pas pratiquer une semaine intensive sans qu'il n'y ait pas une félicitation ou ne sais-je encore. J'ai eu beaucoup de mal à finir, mais jusqu'à la dernière seconde j'ai terminé ma série. L'autre élève avait essayé de tricher. Je fus donc le grand vainqueur, et comme je le pensais, le coach me dit que je devais repasser demain à la même heure et je recevrai un prix. J'étais assez fier de moi. À la base, j'y allais juste pour me passer le temps, mais j'étais tellement excité chaque jour qui passait. Je voulais voir si oui je pouvais aller jusqu'au bout. Je pense que j'étais surtout motivé par la compétition et non pas par le sport lui-même. Je me suis connecté le lendemain. J'avais tout mon matériel de sport avec moi. Je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, mais je voulais être le plus possible équipé. Peut-être une nouvelle équipe? Mon coach se connecta et lança la conversation vidéo. Il me félicita d'avoir réussi cette dure semaine. Et en récompense, il ouvra toutes les fenêtres vidéo de tous les autres participants. J'ai failli m'évanouir quand je regardais les vidéos. Tous les participants étaient là, mais aucun d'entre eux n'était en état de faire quoi que ce soit. Ils étaient morts de la façon qu'ils avaient été éliminés. Le premier qui avait fait l'idiot avec la barre en bois avait été empalé avec. Celui qui avait été éliminé pour le gainage était ligoté dans cette position. Il ne pouvait visiblement appeler personne et était mort de faim ou de soif avec cette même position. Celui du tapis de course avait la gorge tranchée et ses avant-bras étaient attachés à ses appuis. Il n'y avait que ses jambes qui continuaient à défiler bêtement sur un tapis qui se déroulait sans fin. L'idiot qui s'était foulé le poignet avec ses haltères avait été probablement battu à mort. Du moins c'est ce que son visage laissait à penser. Ses yeux étaient gonflés, son nez était cassé et sa bouche était percée. Plusieurs dents lui manquaient et il gisait dans une énorme mare de sang. Celui qui avait abandonné pour le vélo d'appartement était probablement encore en vie. Je ne sais pas. Je pense qu'il était mort. Il n'arrêtait pas de bouger. Cela était difficile à dire. Le vélo avançait tout seul. Ce modèle était peut-être muni d'un mode assistance. Le pauvre était attaché dessus, et il en est probablement mort d'épuisement. Le dernier, lui, était allongé sur sa table basse. Sa tête touchait le sol, et son dos était voûté dans une position qui était tout sauf naturelle. Je me suis retenu de vomir. Je les ai regardés encore une fois, puis j'ai levé les yeux sur le coach, qui était là à me regarder, avec un regard fasciné. Puis il me dit que si j'étais intéressé, je pouvais revenir la semaine prochaine.
De nouveaux participants venaient de demain pour tenter aussi leur chance. Il me fit comprendre que ma participation n'était pas obligatoire, mais que pour ma santé, il était fort recommandé que j'y sois et que je recommence la semaine avec lui. Nous sommes lundi matin. Le cours va bientôt commencer. J'ai passé toute la journée d'hier à réfléchir. Est-ce que je participe au cours? Est-ce que je reste chez moi barricadé, en espérant qu'il ne me trouve pas? Aucune chance. S'il a trouvé les autres, alors moi aussi, je vais y passer. J'écris ces quelques mots depuis ma cellule. Et avant que vous vous posiez la question, oui, je suis coupable. Coupable d'avoir essayé d'aider ma famille et d'avoir échappé à la mort de justesse. Cela fait plusieurs temps maintenant que je fais des petits allers-retours, de pays en pays. Je suis un passeur, comme certains le diraient. Je fais ce petit boulot pour aider ma famille qui ont de gros problèmes financiers. Au début, cela n'était pas très dérangeant pour moi. Il s'agissait surtout de petits colis, de pièces d'ordinateur, ou des fois d'objets un peu plus illégaux. Mais je n'ai jamais porté attention. Les clients me payaient toujours la course. J'arrivais dans un pays, je déposais le colis à l'endroit prévu, et je repartais aussitôt. Je ne faisais même pas de tourisme. Je préférais ne pas rester sur place. Comme dit l'expression, pas vu, pas pris. Mais mon dernier transport a bien failli me coûter très cher. Cela devait être le transport le plus rentable que je n'avais jamais fait. Quelque chose de très simple. Livrer simplement un serpent à un particulier assez fortuné, à un gros collectionneur, ou je ne sais quoi encore. Personnellement, je n'y connais rien en serpent. Et je ne pouvais malheureusement pas prendre quelque chose de trop encombrant pour le transporter. J'aurais préféré qu'il soit dans une cage. Je n'ai pas spécialement peur des serpents, mais ils m'ont toujours mis mal à l'aise. À la place, j'ai dû me contenter d'un petit sac en carton. Le serpent était dedans, attaché dans mon dos, sous mon gros manteau épais. Comme d'habitude, j'ai profité d'un trajet avec tarif réduit. Il y a tellement de monde là-dessus. Nous sommes rarement contrôlés. Et puis de toute façon, je pense que ces petits animaux avec leur sang-froid devraient passer incognito, en espérant qu'ils ne bougent pas trop. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je ne m'y connais pas en serpent. J'ai donc demandé par curiosité qu'est-ce que c'était comme espèce. On m'a certifié qu'il n'était pas dangereux, et que ça ne servait à rien de m'inquiéter. Comme prévu, le voyage s'est fait très facilement. J'avoue qu'à 2-3 reprises, je me suis fait une grosse frayeur. Quelques gens un peu curieux, ou l'animal qui bougeait un petit peu trop, faisant un peu de bruit par-ci par-là. C'est arrivé sur le parking de l'aéroport que tout s'est gâté. Je devais attendre un transporteur qui devait directement m'amener chez le client. Mais il était en retard. Vous imaginez que quand vous transportez un serpent sur vous, ce genre de petits détails, vous vous en fichez complètement. Malheureusement pour moi, le serpent a été un petit peu trop curieux. Il a fait tomber le sac en carton par terre, et il a commencé à s'échapper. Je lui ai bien sûr couru après. Vu la grosse quantité d'argent qu'il allait me rapporter, il était hors de question qu'il se sauve. J'avais commencé à l'attraper dans les mains quand quelqu'un est arrivé rapidement devant moi et m'a tapé dans les mains pour que je lâche. Sur le coup, j'ai été très énervé et je lui ai demandé quel était son problème et pourquoi est-ce qu'il m'emmerdait comme ça. Il me répondit qu'il venait de me sauver la vie. Ce serpent était un mamba noir, l'un des serpents qui possède le venin le plus puissant qui existe. Bien sûr, cet homme enchaîna directement par où l'avais-je trouvé? Mais je venais juste de réaliser à l'instant que j'avais fait un vol de 6 heures avec l'un des serpents les plus dangereux et qu'à tout moment il pouvait me mordre. Je ne sais pas pourquoi il l'a pas fait. Je suis resté planté là, à regarder le serpent partir. Je ne sais pas maintenant où il est, et croyez-moi que je m'en fiche. La police est arrivée et m'ont ramassé. Enfin du moins, ont ramassé quelqu'un qui n'était même pas capable de répondre à quoi que ce soit comme question, ou ni même de marcher. Le choc a été si fort qu'il m'a fallu des heures pour m'en remettre. Des heures pour réussir à me dire à moi-même que oui,
j'avais ce serpent sur moi, et que oui, à n'importe quel moment, j'aurais pu mourir en l'espace de quelques secondes.